Bienvenue, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nuit de folie à l'US Open, on a vraiment vécu encore quelque chose de fou. Novak Djokovic éliminé, on va en parler évidemment, il y a d'autres choses à dire. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, score final. Novak Djokovic prend la porte à l'US Open face à un très bon Alexei Popyrin. On va revenir après un petit peu plus en détail sur le fond du match, sur ce qui s'est passé. Mais d'abord, on va essayer d'analyser la situation globale. On va parler un petit peu des deux joueurs. Forcément, c'est une surprise. On va pas commencer à se dire ah, c'est normal. Mais il y a quand même quelques explications à tout ça. Déjà, on va reprendre les deux joueurs. Donc avant ce match, il y avait 2-1 pour Novak, il y avait 3-0 pardon, pour Novak Djokovic. Et là, ça fait donc 3-1. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, dans les trois premiers matchs, le premier 2019, on ne va pas le compter, hein, Popyrin était tout jeune, avait à peine 20 ans. Mais à l'Australian déjà, l'année dernière, Popyrin, il lui prend un set. À Wimbledon, pareil, il lui prend un set. Et cette fois, il prend le premier set. Mais ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux matchs, il y a un tie-break que Novak Djokovic remporte, forcément dû à l'expérience, mais tôt ou tard, en fait, ça montre qu'il n'y avait pas forcément une immense marge. Alors oui, il a toujours une petite marge face à ce genre de joueur tant que ça n'a pas encore explosé. Sauf que là, manque de bol, Alexei Popyrin, il est en pleine confiance. On va revenir après, il a gagné le Master 1000 de Montréal. Mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans ces deux affrontements, c'est que il y a quand même un set de prix par Popyrin, donc c'est-à-dire qu'il est capable de le déranger au moins sur un set. Donc s'il arrive à élever son niveau de jeu, pourquoi pas sur deux, pourquoi pas sur trois. Et ensuite, il y a forcément les deux tie-breaks à chaque fois, qui sont assez révélateurs, je trouve, qui montrent que ça tient, mais pas à grand-chose non plus. Alors après, il faudrait revoir le contenu des deux matchs. Mais voilà, quand on analyse assez rapidement comme ça, on se dit, bah finalement, c'est un joueur qui l'a quand même assez dérangé. C'est pas des scores secs. Il l'a déjà affronté dans deux autres grands chelems, donc il a des repères. Australian, Wimbledon, cette fois US. On n'est pas sur terre battue à Roland, donc c'est des surfaces pareilles où il peut s'appuyer sur son gros service, sur son gros coup droit, l'Australien. Donc voilà, c'est pas non plus hyper surprenant de voir tout ça. On a Novak Djokovic qui nous dit l'un des pires tennis que je n'ai jamais joué. Bon, il nous sort un petit peu la même phrase que Carlos Alcaraz quand l'Espagnol a perdu contre Gaël Monfils à Cincinnati. Bah, d'un côté, oui, forcément, pour que Novak Djokovic perde contre Popyrin, il faut forcément qu'il y en ait un qui fasse un mauvais match et l'autre un très bon match. Mais d'un autre côté, bah, moi, je pars toujours du principe que s'il y en a un qui fait un très mauvais match, c'est parce que l'autre aussi fait en sorte de lui faire un mauvais match. Il l'a fait déjouer, il l'a constamment agressé. On va y revenir après. Ce que je voulais voir aussi dans cet article qui est très intéressant d'Eurosport. Donc il dit dans cet article qui est très intéressant d'Eurosport, je veux dire j'ai joué l'un des pires tennis que je n'ai jamais joué, honnêtement, en servant de la pire façon de tous les temps. Alors ça c'est assez intéressant parce que en dessous ils nous le disent. Là, depuis le début il a fait 10 doubles fautes au premier match, 8 au deuxième, jusqu'à atteindre les 14 contre Popyrin. Et surtout, il avait un pourcentage de première balle qui était très faible lors du tournoi. Et ça, par contre, c'est hyper important à prendre en compte aujourd'hui dans le jeu de Novak Djokovic. Parce que s'il n'a plus ce service qui lui permet d'avoir le plus 1, on rappelle ce que c'est le plus 1. Le plus 1, c'est la frappe qui suit le service. Déjà, il a énormément de points gratuits en temps normal avec son service. Sauf que là, il sert moins bien, il sert moins de première dans tout le tournoi. Donc il doit batailler un peu plus pour, pour gagner ses points tout simplement. Et surtout, en fait, ce que ça engendre une bataille pour gagner n'importe quel point et ça ouvre une petite porte aux adversaires. Bah tenez, vous êtes capable de m'agresser un petit peu plus sur deuxième et c'est ce qu'a fait parfaitement Alexei Popyrin. On va y revenir tout de suite sur le match. Là, on a un premier danger pour l'Australien et je trouve qu'à ce moment-là, Djoko, il manque de mordant. Voilà, il manque d'agressivité. Il va faire un petit amorti qui va aller juste ici. Ça, c'est un problème pour moi, clairement. Euh, alors là, sur l'instant T, derrière, il a encore deux balles de break, sauf que Popyrin va bien les sauver.
Et on enchaîne en fait le premier set, finalement, bah, c'est lui qui va se retrouver dos au mur. Et là, on le voit, Popyrin, il est dans le terrain. Et il a été ultra agressif, il a tenu sa ligne durant toute la partie, il a refusé de reculer. Il a été ultra agressif, ça c'est vraiment le point central du match, je trouve. Pareil, on voit que début du deuxième, dès le retour, il l'agresse. Et il se retrouve avec lui, son plus 1 après le retour, à être dans le terrain. Donc ça c'est ultra intéressant, il peut fixer. Et là, il va pouvoir partir ici, le long de la ligne. Donc très intéressant. Mais ça, c'est possible parce que justement, Novak Djokovic n'aura pas la même qualité de service que d'habitude. On continue. Là, c'est un petit chop. Alors, on ne le voit pas bien, hein, forcément. Mais là, il fait un petit slice de revers. Et regardez, ça emmène Novak Djokovic dans le terrain. On se le remet. Là, il est ici, 1 mètre derrière. Il va faire une grande course pour aller chercher le petit slice. Et ça, Popyrin, il a très bien fait durant le match. Il a varié entre des gros revers frappés et des petits slices. Des fois, il envoyait des petits slices court croisés. Il envoyait des slices flottants. Et en fait, forcément, au bout d'un moment, ça a cassé les pattes de Novak Djokovic. On le voit là, il a une position très bizarre. Il va renvoyer une petite remise faute en largeur. Mais c'est une arme que Popyrin a très bien utilisée. C'était très intéressant. Et on voit que dans ce deuxième set, Popyrin est devant. Et là, on est dans un jeu où Djokovic est pas loin du débreak. Mais là, j'ai fait le screen d'écran à ce moment-là où Novak Djokovic, on le voit, il retombe, il n'est pas gainé en fait. Il n'a pas l'équilibre qu'il a d'habitude et qu'on lui connaît. Il voulait envoyer une flèche longue ligne pour s'offrir une balle de break. Elle finira dans le filet alors qu'il était derrière la ligne de fond de court. C'est quand même assez rare de le voir faire ce genre de faute dans le filet. Derrière la ligne de fond de court, ça nous aurait moins dérangé. Mais là, dans le filet, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis début du troisième set, forcément, on a eu les interruptions qu'on connaît forcément après le deuxième set. Et bien là, on voit Djokovic forcément qui en remet dans son attitude. Il arrive à regarder son clan, mais on n'a aucun moment une explosion. Alors oui, il va réussir quand même à dérouler dans ce deuxième set et à réussir à même prendre les devants dans ce quatrième set. Sauf qu'à ce moment-là, bah là, il s'offre première balle de break. Popyrin va très bien les sauver, la plupart, parce qu'il y en aura plusieurs. Et ça va être un petit peu l'histoire de ce quatrième set où Popyrin aura été en danger sur tous ses jeux de service, sauf le dernier, on y reviendra après. Mais il aurait été en danger sur tous ses jeux de service. Et en fait, c'est le set des occasions manquées pour Novak Djokovic. Alors, Popyrin en aura eu aussi. Forcément, il y aura eu des breaks. Mais je trouve que Djokovic, clairement, à ce moment-là, on lui connaît ce petit moment où il arrive à mettre la pression un peu plus à ses adversaires. Et aujourd'hui, il n'y avait pas ce petit moment magique. Encore un moment où il mène 2-1, 0-30. Il se retrouve à faire une faute où la balle touche la bande du filet alors qu'il n'y a rien. C'est un échange vraiment lambda. Ça, c'est extrêmement dommage. Il n'a pas réussi à mettre un coup d'accélérateur ou même à lâcher ses coups parce que dans ce genre de position, il aurait pu très bien changer longue ligne pour réorienter le jeu sur son coup droit. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que Djokovic n'a pas su faire aujourd'hui. J'ai envie de dire un peu manque d'audace aussi. Il n'a pas pris assez de risques. Et puis forcément, on se fait punir en fait quand on rate autant d'occasions. Et ben au bout d'un moment, c'est l'adversaire qui lui saisit sa chance et Popyrin va envoyer un avion en coup droit pour breaker Novak Djokovic. Encore une fois, les occasions manquées. 15-40, quand je vous dis qu'il a été en difficulté sur tous ses jeux de service, Popyrin, c'est que je crois qu'il a été à 40A sur tous les jeux de service et la plupart des balles de break à sauver. Il va encore une fois les sauver. Et ensuite, il va réussir à double breaker pour mener 5-2. Une première fois, il ne va pas réussir à servir pour le match, il va se faire débreaker. Et à 5-4, c'est ça qui est très fort, il va réussir à conclure avec un jeu blanc face à Novak Djokovic, alors qu'il venait de se faire débreaker une première fois. Donc j'ai trouvé très costaud l'Australien dans la tête. On voit que le tour d'après, il va jouer Frances Tiafoe, on va en parler juste après. Et qu'au-dessus, on a Andrei Rublev, Grigor Dimitrov. On va beaucoup parler de cette partie de tableau parce que très clairement, ça s'est ouvert. Il n'y a plus Novak Djokovic, celui qu'on forcément on voyait aller le plus loin possible. Donc là, c'est la chance d'une vie pour ces 4 joueurs. On va y revenir après, mais d'abord, on va revenir sur la saison de Novak Djokovic. Est-ce que c'est une saison réussie? Est-ce que c'est une saison ratée? Déjà, il faut noter que cette défaite-là au troisième tour face à Popyrin, c'est sa pire défaite en Grand Chelem depuis ici, 2017, Denis Istomin à l'Open d'Australie. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent.
Après, il faut voir les standards, hein. 2017, c'était une saison catastrophique. Et après, 2018, un peu compliqué au départ, sauf qu'il a rectifié le tir avec double victoire. Et derrière, mais c'est une dictature derrière. Derrière, il a tout gagné depuis 2018. Alors, cette année, mine de rien, il fait demi-finale, finale. Là, il fait un forfait, là, il fait un mauvais résultat, sauf qu'il gagne les JO. Donc lui, si on lui demande, je pense qu'il dira qu'il a fait une très bonne saison. Nous, forcément, si on compare avec la saison 2023 où il a failli faire le Grand Chelem, bah c'est forcément moins bien. Il y a 0 titre du Grand Chelem. C'est la première fois que ça arrive en 2017 et sinon ce n'était jamais arrivé depuis 2010. Donc c'est quand même assez fou. Globalement, pour répondre très vite à cette question, pour moi ça reste quand même une saison réussie. Il vieillit, forcément. Il arrive à s'offrir des grands matchs. Il s'est offert une finale à Wimbledon. Il est passé à côté à l'Open d'Australie, mais face à un très bon sinner. Il gagne l'or au JO. Je pense qu'il aurait signé pour faire first dans tous les grands chelems et prendre l'or au JO. Donc oui, je pense que c'est une bonne saison, malgré tout. On va parler très rapidement d'Alexei Popyrin. Gagner Montréal était plus important. Bien sûr que gagner Montréal, c'est la rampe de lancement pour un joueur en confiance. Tu remportes ton premier Master 1000. En plus, il avait fait un super parcours. Donc oui, évidemment, c'est un déclic pour ce joueur. Mais là, de réussir à confirmer, c'est ça qui est fort en fait. C'est tu gagnes le Master 1000 de Montréal et derrière, tu arrives à confirmer face à Novak Djokovic alors que tu es quand même secoué. Il revient à 2-7-1, tu arrives à tenir, tu es mis sous pression dans le quatrième set et tu gagnes. Ça, c'est la preuve d'un joueur en confiance, très clairement, parce qu'il faut quand même le noter. Cette année, bah on l'a dit, hein, il perd contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, il perd contre Novak Djokovic à Wimbledon. Ça lui a servi. Ça lui a servi, forcément. Ça aurait été dur de faire une troisième défaite à l'US contre le même joueur. Mine de rien, en fait, de jouer ce genre de match, bah, ça te fait progresser énormément. Et aujourd'hui, c'est la récompense de tout son travail, de tous ses progrès, parce que c'est un joueur qui a énormément progressé. On bascule maintenant, il y avait le duel 100% américain avec Tiafoe qui a enflammé New York et qui s'impose face à Ben Shelton en 5-7. Il a pris sa revanche, l'américain. Il a pris sa revanche. Donc on va regarder sur les stats de l'ATP. En fait, Tiafoe, c'est un joueur, regardez bien, ça, c'est les meilleurs serveurs. Donc, pour expliquer très rapidement, il y a plusieurs stats prises en compte par l'ATP. Donc, le pourcentage de premier service, le pourcentage derrière ta première balle, le pourcentage de jeux gagnés au service. Voilà, tout ça. Et ça fait une note globale. Donc, pour l'instant, à ce stade de la saison, le meilleur serveur, c'est Berrettini. Et je voudrais qu'on aille voir où est Frances Tiafoe. Tiafoe est 32e à ce classement. On a le même classement pour les relanceurs. On va voir où il se situe en termes de relanceurs. Il est très loin. 59e relanceur, Tiafoe. Franchement, c'est pas fou. Et dans les points sous pression, alors là, c'est un autre classement, c'est les points sous pression. C'est voilà, tu as les balles de break converties, les balles de break sauvées, les tie break remportés. Donc tout ça, ça te fait une note globale. C'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ATP. Le premier à ça, c'est Sinner. Ensuite, on a Casper Ruud, Djoko, on a un Français, Péricard. Et surtout, ce que je constate, en fait, c'est que Tiafoe, dans ces trois classements, on va se le remettre. Il est 32e, 59e et 34e. Donc en fait, il est jamais dans le haut du panier. Et ça, c'est assez intéressant pour la suite. Ça explique aussi pas mal tous ses résultats en Grand Chelem. Alors ça, c'est sur toute sa carrière. Et nous, ce qu'on vient de voir, c'est sur sa saison. Mais ça va quand même se rapprocher. C'est qu'en fait, c'est un joueur qui est capable de faire des gros coups. Par exemple, à l'US, demi-finale contre Carlos Alcaraz, quart de finale l'année dernière dans un très gros match contre Ben Shelton, pas loin ensuite bah forcément de refaire une demi. Cette année, il fait finale en Master 1000 aussi. Il perd contre Sinner chez lui aux États-Unis à Cincy. Donc en fait, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un joueur, on le voit là, hein, sa finale, c'est son meilleur résultat en Master 1000. Il n'avait qu'une seule demi. C'est vraiment un joueur qui est capable de coups d'éclat, mais qui est pas régulier du tout en fait. Et après, bon, c'est dommage, c'est pas dommage, j'en sais rien, mais c'est un joueur quand même qui a un tennis assez plaisant à voir. Hier, lors de son match face à Ben Shelton, il a quand même été plus solide, beaucoup plus compact. Ben Shelton, ça partait un peu dans tous les sens. On avait beaucoup de montées à la volée un peu au bluff. On avait beaucoup
de fautes directes. Alors, il y avait beaucoup de coups gagnants aussi. C'était un peu un spectacle à l'américaine, hein, forcément. C'était un peu décousu. C'était un match sympa à regarder, mais c'était pas le plus grand match de l'année. Mais voilà, je voulais vraiment appuyer sur ce côté-là de Tiafoe qui est, pour moi, manque de régularité. Mais quand il est chez lui, aux États-Unis, voilà, on regarde ses résultats, hein. À l'US, ça reste mine de rien ses meilleurs résultats. Ses résultats en Master 1000, pareil. Donc il arrive à se sublimer quand il est à domicile. Et ça peut jouer pour lui dans son prochain match contre Popirine. On bascule, on a dit qu'on allait parler de la partie de tableau où il y avait justement aussi Grigor Dimitrov et Andrei Roublev. Bon, Grigor Dimitrov, on va pas s'éterniser parce que c'est au prochain match qu'on va l'attendre. Là, hier, il a joué un pauvre Talon Griekspoor qui a fait un non-match, qui a été vraiment. Voilà, il s'est procuré 0 balle de break, c'était très mauvais. Grigor, lui, clinique, 92% derrière sa première balle, 11 ace. Très solide, vraiment Grigor, beaucoup aimé. Mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout de voir est-ce qu'il va être enfin capable de rejouer une demi-finale de Grand Chelem. Parce que clairement, là, c'est la porte, hein. La porte, elle est grande ouverte. Parce que là, en fait, c'est important de comprendre qu'il va jouer contre Andrei Roublev. Et derrière, c'est Popirine ou Tiafoe. Donc il y a forcément une carte à jouer pour ces 4 joueurs. Mais quand on voit la carrière, toute la carrière de Dimitrov, en fait, c'est ultra décevant. Il y a quelques coups ici. Une demi-finale en 2014. Une demi-finale en 2017. Alors ouais, il perd contre Djokovic. Il perd contre Nadal. Là, il perd contre Medvedev. Bon, il n'y a pas de scandale. Mais là, aujourd'hui, il y a une grande porte ouverte. Sauf que la porte ouverte, bah, elle existe aussi pour Andrei Roublev, en fait. C'est vraiment, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec cette élimination de Novak Djokovic. On va voir quel joueur arrive à mieux gérer cet événement. Donc, Roublev mène 4-3 dans les affrontements. C'est lui qui a gagné la dernière en 2023 sur dur. Ça représente pas grand-chose. Ils se sont joués qu'une fois à l'Australian et qu'une fois à l'US, mais ça remonte tellement. Donc ça va être un match très différent. Et pareil, j'ai envie de montrer qu'Andrei Roublev, lui, au service, il est 11e. Grigor Dimitrov, 10e. Donc on est sur des joueurs très proches au niveau du service. Par contre, au niveau de la relance, les deux, c'est très moyen. Grigor Dimitrov, 29e. Andrei Roublev, 32. Et on va regarder aussi sur les points sous pression. Andrei Roublev, point sous pression, il est 31e. Donc pour son classement, c'est vraiment pas bon. Et Grigor Dimitrov est 22e. Donc là, il va y avoir vraiment une approche psychologique hyper importante dans ce match pour voir qui va mieux gérer cet événement. Parce que tu sais qu'au prochain tour, tu joues Tiafoe ou Popirine. Et quoi qu'il arrive, t'es favori. Et ça, c'est ultra important. On regarde pareil ici les résultats d'Andrei Roublev. Andrei Roublev, il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. Alors il reste sur 2 quarts de finale à l'US. C'est quand même un tournoi où il a fait 4 fois quart de finale. Un tournoi qui lui réussit plutôt bien, ça correspond bien à son niveau de jeu. Mais il y a quand même 2 grosses déceptions. Il perd ici 2 fois contre Tiafoe. Voilà, c'est une mauvaise saison, hein, pour l'instant pour Andrei Roublev en Grand Chelem. Je précise bien en Grand Chelem parce qu'en Master 1000, petit rappel, victoire ici à Madrid, finale ici justement contre Popirine à Montréal. Donc il n'y a rien de scandaleux. Mais en Grand Chelem, on reste sur un échec face à Commezzana à Wim. Arnaldi, il aurait dû gagner quand même à Roland. Et Sinner, pas de scandale. Donc pareil, c'est comme Dimitrov. Là, on est sur un tour hyper important qui va aussi se jouer beaucoup dans la tronche. Et ce match m'intéresse énormément. On fait un petit tour d'horizon maintenant sur les matchs du haut. Parce que là, on a beaucoup parlé du bas. Mais on a le haut. Alors très rapidement, Casper Ruud a gagné en 5-7 contre la jeune pépite chinoise Sang. Il était mené 2-7-0, Casper. Et derrière, il lui a mis 3 petits sets. Donc il va jouer Tyler Fritz. Tyler Fritz qui a fait forte impression, mais il y avait peu d'opposition en face. Et là, on a un match qui va être intéressant. Nakashima qui va jouer Zverev. Zverev qui a été chahuté dans les 2 premiers sets. Il était mené 1-7-0. Etcheverry a un peu perdu les pédales fin du deuxième. Il a un peu offert le deuxième set à Zverev. Donc voilà, on va avoir des belles affiches. Ruud, Fritz, Nakashima, Zverev en haut. Roublev, Dimitrov, Tiafoe, Popirine en bas. Là, c'est-à-dire qu'ici, on a clairement une énorme surprise déjà, forcément. Après, le favori, on va pas se mentir, ça reste Alexander Zverev. Mais attention, son niveau de jeu est très loin d'être convaincant pour l'instant. On part du côté des femmes maintenant avec Coco Gauff
Coco Gauff, attention, c'est fait de peur, hein, Coco. On va très vite débriefer ce match, donc on va regarder ce qui s'est passé dans le déroulé du match et dans les stats surtout. Encore une fois, les montagnes russes pour Coco Gauff qui 45% de première seulement, premier set, et elle dépend en fait de ça, parce que quand elle passe sa première, 86%, quand elle passe pas sa première, 29%. C'est extrêmement faible. Deux doubles fautes, un seul petit ace. Pas beaucoup. Et puis après, elle a rectifié le tir. C'était mieux. On voit 68% de première balle. Ça te relance dans une bonne dynamique. Et à ce moment-là, tu augmentes ton pourcentage de chance de gagner des points faciles. Et surtout, tu te fais moins agresser aussi par ton adversaire. Et dans la troisième manche, elle a rechuté. Encore un petit peu, on retrouve les stats. Alors c'est moins qu'au premier où là on était vraiment à 29%. Là on est à 43%. Et je vous le dis, j'ai regardé. Heureusement qu'elle avait un matelas. Hein. Heureusement qu'elle menait 5-1. Parce que franchement, à ce moment-là, là, quand elle mène 5-2, 40-0 et qu'elle se fait remonter, on la voit fébrile au niveau du coup droit, son point faible. On la voit fébrile au niveau du service. Et elle est bien contente que Svitolina fasse un très mauvais jeu pour pas resservir une fois pour le match. Donc voilà, franchement, c'est encore une victoire parce que Coco, elle a des qualités incroyables, des qualités physiques vraiment monstrueuses. Mais attention, attention, parce que l'adversité va monter forcément de match en match, la pression aussi, et il faudra faire mieux qu'un faible 30% derrière sa deuxième, peut-être passer un peu plus de première. On va voir ce que ça donne. On avait aussi Arina Sabalenka cette nuit qui a mis du temps à se régler, mais pareil, qui a fait le job en night, encore une fois. Voilà, les favorites répondent présent. On va faire un petit tour d'horizon aussi. Badoza s'est qualifiée. Elle revient bien, l'Espagnole, ça fait plaisir. Elle va jouer la surprise. Wang, la chinoise. Donc, ouvert. Ouvert pour Badoza. Et là, on a un match qui m'intéresse énormément. Navarro va jouer Coco Gauff. Duel d'américaine. Et attention, parce que Navarro, c'est très très fort. Navarro, c'est très très fort. Elle est capable de faire énormément de choses. Elle peut complètement lui rentrer dedans à Coco Gauff. Donc ça va m'intéresser. Et en bas, Sabalenka, surprise. Elle va affronter Mertens, la Belge qui a éliminé Madison Keys. Donc on va voir. Plutôt ouvert, hein, normalement, pour Sabalenka, on va pas se mentir. Et puis là, on a Zeng qui fait son bout de chemin, une fois de plus. Celle qui a gagné les JO, qui a aussi gagné, qui a fait finale à l'Open d'Australie, qui va affronter Vekic. Elles vont se retrouver. C'est le remake de la finale des Jeux Olympiques. Donc voilà, on a des très belles affiches aussi chez les dames. On va finir cette vidéo avec les matchs de ce soir. On a évidemment Jack Draper qui va jouer le tombeur de Carlos Alcaraz. Jack Draper ultra favori, attention. Attention, on va voir comment il est VDZ dans ce match. On a Sinner à 19h30, très intéressant de voir aussi. On a des matchs qui m'intéressent. Hein. J'ai envie de voir Tommy Paul. Tommy Paul, il a quelque chose à faire dans ce tournoi aussi, les Américains. C'est peut-être leur chance. Et puis ensuite, on a des joueurs surprises avec Arnaldi, Jordan Thompson, Jakub Mensik qui ont un coup à jouer, forcément. Et en night, Deminor Evans. Bon, c'est pas le match de l'année parce que j'ai l'impression que Dan Evans, il a plus grand chose à offrir. Mais attention, peut-être un coup de baguette magique, encore une fois. Après, un beau match-up. Hein. Le Koboli-Medvedev, il est très intéressant. Koboli qui progresse, Medvedev là qui fait office de favori avec Sinner, très clairement. Donc on va voir si lui, il arrive à répondre à la pression maintenant que son statut a changé. Ça m'intéresse énormément. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un petit like, ça m'aide énormément. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve demain pour analyser la suite de l'US Open.